Sénat, avec le soutien de Fleury Michon et du groupe Casino, présente Manger, c'est voter. Bonjour et bienvenue pour ce nouveau Manger c'est voter sous le soleil de Provence, au milieu de la garrigue qui embaume le thym et la farigoulette. Nous sommes dans le Var, dans le massif de la Sainte-Baume. De l'autre côté, vous avez le littoral méditerranéen, la côte varoise, et puis là-bas, les Maures, et puis un peu plus loin, les Stérels. Nous allons faire la connaissance de la sénatrice républicaine Christine Lanfranchi. Avec elle, nous allons parcourir ce département, ce coin de Provence, à la rencontre d'hommes et de femmes qui se battent pour transmettre des savoirs, perpétuer des valeurs, défendre ce qui nous rend heureux d'être français. Nous irons même à Sanary-sur-Mer voir un pêcheur qui perpétue la tradition maritime. Et puis nous finirons cette journée en dégustant les bienfaits et les merveilles que nous aurons récoltés ensemble. Je descends maintenant rencontrer la sénatrice Christine Lanfranchi en bas chez elle, à Saint-Maximin, et je vous invite à m'accompagner. À tout de suite. Bonjour Christine Lanfranchi. Bonjour, cher Perico. C'est très solennel comme réception entre la mairie et la basilique. Ah oui, mais ça le mérite, hein, c'est un ensemble patrimonial magnifique, on en est très fiers. Combien d'habitants aujourd'hui? 17 000 environ. Bon, alors vous avez présidé à la destinée de cette bonne ville. Vous êtes allé dans un mandat national au Sénat. Vous avez mis votre papa à la mairie. Ça s'est pas fait exactement pas comme ça. Non, non, mais je le dis cordialement. Et on sent quand même que vous êtes resté très attaché à je continue mon travail en tant que conseillère municipale, mais de la même façon, de la même manière que je le faisais quand j'étais maire. Donc avec mon père, on fait un duo, mais surtout j'ai une très bonne équipe et je délègue pas mal. Mais tous les dossiers qui sont traités à la mairie de Saint-Maximin le sont avec moi. Alors votre engagement politique chez les Républicains, anciennement UMP, plutôt dans la mouvance gaulliste, centriste Très modéré, on va dire. Hein. Voilà, je suis plutôt dans la frange modérée des Républicains. Maire, sénatrice, est-ce que pour autant vous vous êtes impliqué un peu dans la ruralité? Alors quand j'étais maire, j'ai présidé aussi la communauté de communes Sainte-Baume-Montrélien qui comprenait 8 communes et j'ai travaillé sur le territoire pour que l'agriculture reprenne ses lettres de noblesse parce qu'on avait 8 communes qui étaient majoritairement rurales, hein, y compris la mienne, avec des espaces agricoles importants. Et j'ai voulu travailler là-dessus justement pour les circuits courts, mais aussi pour valoriser les terres pour les agriculteurs parce qu'aujourd'hui elles étaient morcelées. Donc moi j'ai mis en zone agricole protégée 1800 hectares sur ce territoire-là, des 8 communes. Donc j'ai fait déjà ce travail. Ensuite, j'ai travaillé avec la SAFER et la Chambre d'agriculture pour permettre aux jeunes agriculteurs d'avoir des terres cohérentes et faciliter leur retour à l'agriculture avec des modes de fonctionnement, agriculture raisonnée ou bio. Parce que je crois que la terre, elle souffre des souffrances qu'on lui a fait endurer. Donc aujourd'hui, c'est complètement intégré chez les nouveaux agriculteurs, chez les jeunes agriculteurs. Ils savent qu'ils ont besoin de respecter la terre, ils gagneront mieux leur vie avec moins de travail. Donc vous êtes une élite de terrain, de territoire et de terroir. Oui. Je vous mets les 3 étiquettes. Je crois, oui. Ça vous va? Je crois que c'est ça que je fais passer comme message. Oui. Bon, voilà. On va se promener dans ce département toute la journée. On commence par où, Christine Lanfranchi? Je sais que vous avez pris contact avec Jean-Michel, un pêcheur à Sanary, donc c'est avec grand plaisir que nous allons nous y rendre. Je vous suis. Bien, Perico, je suis ravie que nous soyons là ce matin sur ce charmant petit port de Sanary, extrêmement bien préservé. C'est un bijou, c'est vraiment une époque qui a gardé son âme et son charme. Chaque fois que je viens, Christine, il y a des pêcheurs, pas moins. On est en train de voir les derniers instants d'une activité, peut-être pas derniers instants. Ne dites pas ça, Perico, ce ne sont pas les derniers instants. Il faut continuer à se battre et que cette activité, elle perdure. Vous savez très bien que la politique qui a été faite depuis de nombreuses années favorise la pêche. La grosse, industrielle. Mais pas les petits bateaux. Qui pourtant ne prélèvent pas la ressource, c'est pas eux qui abîment. Mais oui, bien sûr. Ah, voilà le Dragon 2 avec Jean-Michel qui nous attend. Monsieur, ça y est.
Jean-Michel Sey, comment allez-vous? Très bien. C'est un plaisir de vous rencontrer. Ravi de vous revoir. Ce très joli petit port. Ah oui, ça fait très peu. Bien préservé, bien préservé. On est toujours dans la résistance, si je comprends bien. On essaye de résister, on essaye d'être là, mais ça devient très très difficile. On reste une dizaine de bateaux dans chaque port, et encore en comptant les retraités, donc ça fait 5-6 bateaux qui travaillent dans chaque port, c'est très peu. Quand vous pêchez, vous demandez l'autorisation de prélever, C'est-à-dire que sur le thon, comme c'est soumis à quota, tout ce qui est soumis à quota, il faut avertir, pour faire une déclaration, pour avoir l'autorisation de débarquer. En mer, pendant que vous êtes en mer. Voilà, donc 4 heures avant, il faut dire ce qu'on a à bord, et on rentre pour être contrôlé, pour qu'on ait l'autorisation de débarquer. Et après, les poissons sont pesés, contrôlés, bagués. Et ils viennent vérifier, hacker, si ce que vous avez dit est vrai. Voilà. Là, c'est un thon, vous voyez. C'est un thon rouge. C'est un thon rouge. Les poissons rouges. Vous voyez C'est pas l'albacore, c'est pas la bonite. Non, c'est un thon rouge, vous voyez, qui est bagué. C'est comme une bague d'un gibier. 10 ou 100 poissons, il faut qu'on déclare notre pêche et qu'on ait autorisation de débarquer. Donc ces normes drastiques, elles ne peuvent pas être applicables ici. Ce qui est valable pour du très gros ne peut pas l'être sur des petits entrepreneurs. C'est autre chose qui est vendu aujourd'hui. C'est la qualité, c'est la convivialité. C'est un travail de confiance aujourd'hui. Confiance avec le client, confiance avec la nature, confiance et respect du métier que vous faites et qui est une tradition orale et familiale depuis des siècles. On n'a pas la capacité de pêche à pouvoir pêcher plus que ce qu'on a le droit. Je touille un peu, je me permets, Perico. Allez-y. Fatiguez le temps. Bon, je goûte, j'ai trop envie. C'est super frais. Il a été pêché quand? Il y a combien de temps? Donc il y a 10 heures, 10-12 heures? C'est que du bonheur. Hein. C'est exceptionnel. Après, pour ceux qui aiment ça, c'est vraiment... Délicieux. Vous le consommez comme ça aussi? Oui. C'est que du bonheur. Ça c'est quoi? C'est un saran. C'est un saron. Poisson de roche. Pour moi, c'est l'équivalent de l'étal d'une bijouterie. Parce que c'est tellement magnifique, c'est tellement précieux. Et je sais que ça pourrait ne pas durer éternellement. On est quand même sur une corde fragile. Hein. Ça devient très très dur, très compliqué. Vous êtes optimiste, demi-optimiste ou pas du tout optimiste sur l'avenir de l'activité? Vu les réglementations, vu comment ça se passe et que les jeunes... Je pense que d'ici 10 ans, on n'a plus de pêcheurs. Christine Franqui va falloir se battre pour sauver le soldat Sey, comme on dit, et préserver ce patrimoine qui est, à mon avis, un peu menacé quand même. Non, il faut sauver l'histoire de notre pays. Vous en faites partie. Vous avez le respect de la nature, vous avez le respect de votre métier. Et vous donnez le droit à tout le monde d'avoir de la bonne nourriture, des produits frais. Ça, c'est très important. C'est une question de survie aujourd'hui. Hein. Exact. Tant qu'on est sur le ring, on continue le combat, d'accord? Exactement. Après, on verra une fois qu'on sera dehors. Alors, quel est le prochain ring, là, où nous allons? La Baie de la Selle, encore un pan d'histoire. Un pan de notre belle histoire, les cépages. Merci Jean-Michel. À bientôt et bon courage. Jean-Michel, merci, j'ai été ravie de vous rencontrer. Bonjour Emmanuel. Bonjour, comment allez-vous? Merci de Madame nous accueillir. Bonjour Emmanuel, Bienvenue. merci. Alors comme convenu, on va voir ce conservatoire des cépages provençaux sous le soleil pour parler un petit peu du rosé de Provence. Avec beaucoup de plaisir. Par ici, s'il vous plaît. Suivez-moi. Plus le bonheur de passer par l'abbaye de la Selle, bien entendu. Véritable monument historique ici. Hein. Oui, une abbaye qui date du XIIe siècle. On a besoin de traverser pour aller au conservatoire. Vous avez ici 88 cèpes de vignes différents qui sont potentiellement utilisables dans l'appellation Coteaux-Varois. Coteaux-Varois. Oui. Et c'est le syndicat en 95 qui a fait planter ces cèpes de vignes. Ici, donc, vous avez le Mourvèdre. Ah, le fameux Mourvèdre. Voilà, qui est utilisé principalement pour faire du rosé à aujourd'hui. Voilà. Madame la sénatrice, vous êtes sénatrice du Var, c'est un des plus beaux cépages de Provence, et dans le Var, il donne des... Il aime l'air marin, il en a besoin pour s'épanouir. Voilà, et d'être un peu en altitude parce qu'il n'aime pas trop la chaleur. Le côté salin, il en a besoin. Cépage capricieux, exigeant, un génie, quoi, mais un emmerdeur. Voilà.
Exactement. Oui, c'est une très belle idée, ce conservatoire. Oui, le syndicat a voulu conserver l'histoire de la Provence ici pour l'appellation coteau-varoise. Alors un vignoble près d'une abbaye, c'est logique parce qu'en fait en France ce sont les moines qui ont développé le patrimoine de la vigne, la culture de la vigne, Cîteaux, Cluny en Bourgogne, et en Provence c'est l'abbaye du Toronnet, normalement il y en a d'autres, Saint-Honorat, et là on a l'abbaye de la Selle qui a développé aussi ce vignoble varois, avec quand même beaucoup de rosé sur ce territoire. C'est normal, c'était un combat du département. Hein. Je crois que ça a sauvé la viticulture varoise, le rosé. C'est devenu l'emblème du département et aujourd'hui il y a un travail de qualité extraordinaire qui est fait sur nos rosés. On nous les envie mondialement. Il y a eu de grosses quantités qui n'étaient pas toujours à la hauteur et aujourd'hui... C'est normal, quand il y a les prémices de quelque chose, il y a des balbutiements et puis on essaie de faire mieux et après on se tourne forcément vers la qualité, c'est ce qu'on a fait. Les raisins ne sont pas récoltés que la récolte est déjà vendue. Ouais. 92% de la récolte est pour les rosés. Heureusement que nous avons des vignerons en France, Madame la sénatrice, pour maintenir le niveau de notre agriculture. Mais justement, il faut qu'ils soient moteurs. Par exemple, le maraîchage, moi je tiens beaucoup au maraîchage, soit dans cette continuité qu'on arrive à faire que tout le monde trouve sa place. Est-ce que vous faites un peu de maraîchage, Emmanuel? Bien sûr, nous avons notre propre potager. Mais j'ai appris ça. Nous allons voir le chef, il est justement en train de cueillir quelques légumes a priori dans son potager. On pourra goûter le légume à la cueillette? Allez, je vous suis. En fait, le potager est tout à côté de la vigne. Complètement. Un cuisinier qui cueille ses légumes, est-ce qu'il y a un spectacle plus merveilleux? Et c'est pas du chiquet, c'est vraiment des... Bonjour. Bonjour, chef. Ça va bien? Bonjour, quel plaisir de vous rencontrer. Et puis en plus des fleurs de courgettes. Quand les clients ils arrivent chez nous, ils arrivent juste derrière et quand ils passent par le jardin et on met des plats à base de fleurs de courgettes, on marque bien du jardin, ça se vend tout seul, quoi. Et on va mettre en avant notre potager parce qu'il n'y a pas plus court comme circuit, on va dire. C'est une jolie démarche, Madame la sénatrice, parce que ça peut être des écoles, des communes, des restaurants. On essaie d'avoir soi-même sa propre culture. C'est important qu'il y ait des chefs, mais aussi qu'il y ait des institutions, des collectivités qui montrent l'exemple et qui aident à favoriser ces circuits courts. C'est respectueux de la nature, du client pour les restaurants, des enfants dans les cantines, etc. Puis ça donne un sentiment de bonne pratique. Est-ce qu'un restaurant comme l'abbaye de la Selle pourrait se fournir exclusivement de son propre potager si vous aviez plus de place ou il faudrait beaucoup plus de place. Et ce qui est vraiment important, c'est de faire travailler autour. On travaille des producteurs locaux. Bien sûr, ne les oublions pas. Et donc, il faut juste les trouver. Voilà. Et favoriser leur installation aussi. Tout à fait. Je l'offre à la sénatrice. Oh, merci, Perico. Emmanuel, vous êtes puni aujourd'hui. Oui. Pas de courgettes. Non. Merveilleux. Le rosé se respecte et il doit prendre son temps pour être ouvert. Parce qu'en Provence, nous prenons notre temps pour vivre. Alors attendez, silence pour le bruit du bouchon. Allez-y. Formidable. Alors Emmanuel, qu'est-ce que vous nous servez? Le rosé d'une nuit du domaine du Défend à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. Eh bien, la famille de Lanversin. Le hasard fait bien les choses. Et nous dégustons, chef, les petites courgettes qu'on a cueillies tout à l'heure. Ce matin, elles ont été préparées en cuisine avec une farce de courgettes du jardin et un peu de thym. Déjà, je vais goûter l'intérieur. C'est divin. C'est divin? Merveilleux. C'est toute la Provence. Au Var, à l'abbaye de la Selle, à la Provence verte, à Saint-Maximin. À Saint-Maximin. Christine, je vais faire la connaissance avec vous de Loïc de Salneuve. C'est un éleveur de chèvres, il fait des fromages à la ferme et il est au cœur d'un débat sur le lait cru. Mais je le connais très bien, il a été l'ancien président de Agribiovar. Je pense qu'il doit être dans sa chèvrerie. Oui, je pense aussi. Ah, le voilà, il est là. Oui. Christine Franqui, sénatrice du Var. Mais je crois que voilà, on se connaît. Voilà. J'ai découvert votre existence à travers une polémique sur le lait cru, mais je ne savais pas que vous aviez un si bel élevage de chèvres. Un élevage magnifique. Et alors j'ai lu que vous êtes originaire du Bourbonnais, vous étiez rugbyman, exactement. Et que vous vous êtes lancé dans l'aventure caprine au cœur de la Provence. Exactement. Et c'est un vrai bonheur. Depuis combien de temps? Depuis plus de 40 ans.
Vous êtes passé de la mêlée au troupeau, si je Voilà, comprends bien. exactement. Je suppose que vous faites des fromages avec ces Je fais chèvres. des fromages, si vous voulez, c'est avec grand plaisir que je vous emmène. Et voilà. Là, vous avez des fromages qui ont été mis au redon tout à l'heure. On les a légèrement salés. Et tous les jours, on va les retourner. Ça, c'est la production d'une journée à peu près? À peu près 2 jours et demi. De votre troupeau, De mon troupeau, Fermier. en agriculture biologique au lait cru. et au lait cru. Et c'est pour ça que nous sommes là. Eh bien, dites-moi, Ça, c'est une beauté, ça, non? Regardez ça. qu'est-ce Beau et que bon. c'est que ça? Beau Ça, et c'est bon. tome de chèvre, c'est que du fromage de chèvre. On dirait un Saint-Nectaire, ça a le même aspect. Voilà. Loïc de Stalneuf, je voulais venir vous voir avec la sénatrice Christine Lanfranchi, parce qu'il y a une polémique qui est en train de défrayer la chronique sur le lait cru. C'est un vieux combat et je suis bien placé pour savoir que c'est quelque chose qui est important pour le monde agricole. Et là, vous avez piqué un coup de gueule récemment par rapport à une nouvelle directive du ministère de l'Agriculture. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, tout à fait. C'est le directeur de l'alimentation qui a sorti un texte en disant que les enfants de moins de 5 ans ne devaient plus consommer de lait cru ou de produits au lait cru. Alors que c'est complètement aberrant, bien au contraire, c'est ce qui les protège au niveau des allergies, au niveau des asthmes ou des choses comme ça. Tout ça parce qu'il y avait dans la Drôme une unité de production qui fait du fromage industriel, où on produit des fromages au lait cru et au lait pasteurisé. Il y a un accident, on ne sait pas d'ailleurs s'il porte sur le lait cru pasteurisé. Eh bien, la Direction générale de l'alimentation à Paris a pris une directive. On interdit les produits au lait cru pour les enfants de moins de 5 ans. Et il y a quelques préfets qui l'ont appliqué à la lettre et qui ont fait des arrêtés préfectoraux interdisant aux enfants la consommation de... On est dans l'aberration là. Dans l'aberration la plus totale. Et c'est aberrant parce qu'on fait régulièrement des analyses justement pour prouver que nos produits sont au top. Et en plus de ça, on voit cette richesse qu'on peut avoir dans nos terroirs. Et quelque part, d'un coup de plume, quelqu'un qui n'a travaillé que dans son ministère raye ce genre de choses. Pour moi, c'est une insulte. Et moi, ce qui me paraît aberrant, c'est que ce genre de directives, elles sont prises par des hauts fonctionnaires. Oui. C'est le problème de ce pays jacobin qui, à Paris, décide que dans les départements, les choses ne se font pas. Que je sache, vous n'avez jamais envoyé personne à l'hôpital, et encore moins au cimetière, Non. Malgré votre élevage de chèvres qui vit dans la nature, des bêtes à l'état sauvage, Exactement. Avec un lait qui lui-même est sauvage. Exactement. Le jour où on aura perdu ce savoir-là, eh bien, on sera sous la coupe des industriels et on mangera, comme les Américains, de la merde pour parler poliment. Mais oui, on ne peut pas laisser faire ça. Parce que depuis ce matin, ce qu'on voit, c'est que notre histoire, et moi j'y tiens beaucoup, parce que le patrimoine, c'est nos racines, c'est notre culture. Et quand on voit la simplicité, la beauté de ces produits, on n'a pas envie d'autre chose. C'est simple, c'est à la portée de tout le monde et tout le monde peut être heureux avec ça. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on veut de plus? Merci Loïc de Salem de nous avoir accueillis, André-Cécile, votre épouse, et puis de nous avoir permis de mettre les points sur les i. Et je pense que la sénatrice s'emparera de ce dossier pour interpeller le gouvernement. Avec le moment merveilleux que j'ai passé, certainement. Mais on reviendra sur ça de très près. Christine Lanfranchi nous abandonne quelques instants parce qu'elle a un rendez-vous en préfecture et j'en profite pour aller voir le Super U de Saint-Maximin, une grande surface, oui, mais c'est une grande surface qui travaille en circuit court, expérience à voir de près. Vous êtes Nicolas? Oui, c'est moi. C'est moi qui vous ai appelé. Enchanté. On me dit que vous travaillez avec un producteur, un éleveur de cochons local. Oui, voilà, oui, notre nouveau fournisseur en viande locale, Benjamin d'Alest, Il est où? à Barjol. Donc tout à côté d'ici. Une quinzaine de kilomètres d'ici. Oui. Vous êtes les seuls à le faire, On est les seules grandes surfaces à commercialiser son porc. son porc. C'est lui qui est venu nous voir et honnêtement, j'ai sauté sur l'occasion. Et depuis, ça marche très très bien. Donc il y a un label, intégral c'est le sien, Oui, plein bien air sûr. intégral sans OGM. Je suis à 14,90 le kilo, Oui, prix au kilo. Oui. c'est un petit peu plus cher que la viande normale. Combien il va falloir compter pour un autre cochon? 2 fois moins. 2 fois moins? 2 fois moins C'est pratiquement. où par exemple? Allez, venez avec moi. Dans la même catégorie. 6,90. Bon, c'est du simple au double, mais tout passe, tout Et part. tout passe, tout part. Voilà. Vous avez commencé avec moins que ça? Un porc. Ah oui, Un porc, et là on vient de passer à 2. Et c'est possible que dans pas longtemps on passe à 3. d'accord. Donc la demande va croissante. La demande va croissante. Bah, écoutez, c'est significatif, hein? Oui. Allez, on va le voir. Bonjour. Benjamin, Benjamin. Moi, super Rico. ravi de faire votre connaissance. Moi aussi.
c'est quand même beaucoup dans la campagne. Hein. Ouais, là c'est... C'est bon signe pour des cochons. Ouais. Où est-ce qu'elles sont les bêtes? Par là-bas. Ouais. Ah, ils sont en pleine nature. Ah oui, là oui. Ah oui, oui. Alors c'est du noir. Il y a du noir, il y a du rose et il y a du roc. C'est quoi comme race? C'est du gascon. Le noir c'est du gascon. Alors du gascon tout noir dans le Var, c'est pas courant, je peux vous dire. Et puis ils sont en état de semi-liberté. Ah non, ils sont en totale liberté. Oui, c'est pas tellement différent de ce qu'on voit en Andalousie dans le cochon ibérique. Hein. Sûrement. Ça, je peux vous dire que ça fait un bon jambon. Hein. Ah oui. Ah oui. Ils ont 4 jours. Donc reproduction naturelle avec le vérin. Oui. C'est lui qui fait tout saillies. Et inaccessible, bien sûr. C'est ça. Donc vous êtes naisseur-engraisseur. C'est ça, exactement. Et ça fait que vous produisez combien de têtes par an? 70. Ah oui. Et les petits, au bout de combien de temps ils partent à l'abattoir? Au bout de minimum 12 mois. 12 mois d'élevage quand même. Oui. Le temps qu'il faut pour que les choses se fassent. C'est ça. C'est pas du cochon de batterie. Non, c'est pas du cochon qui attend 4 mois. Quand vous les voyez partir, il y a un petit passement au cœur quelquefois. Au début c'était compliqué et là au fur et à mesure on s'y fait. C'est pas simple, hein? Non. Non mais je suis admiratif parce que bon, il y a du boulot là et puis vous. Moi je pense qu'on a la partie la plus simple, c'est la découpe et la vente. Lui, je pense que Benjamin a certainement la partie la plus compliquée et qu'on ne connaît pas, que les gens ne voient pas. Il prend beaucoup d'attention à ses animaux, donc ces animaux ne veulent pas monter dans la bétaillère, il ne les forcera pas. Quoi. Il ne leur fera pas du mal pour qu'ils montent dans la bétaillère. Quoi. Donc il y a une partie qui est compliquée. Quoi. Pour lui, faire les naissances, perdre des animaux lors de la naissance, il a une sensibilité qui est différente. Est-ce que la clientèle est consciente de la chance qu'elle a d'accéder dans un Super U à cette qualité de cochon? Il faudrait qu'elle s'en rende compte, mais elle va s'en rendre compte. Pour moi, vous êtes exemplaire là. On ne peut pas faire mieux en France aujourd'hui. Et on a accès à ce produit dans une grande surface classique. Bien sûr. Tout à fait. Hyper U, quoi. Vous voyez, c'est pas une niche, quoi. Non. Et voilà, donc ça marche. Ça marche. Il paye bien. Ouais. Vous en Il n'y vivez? a pas de souci. Ouais. Bon, Nicolas, ça valait le coup de venir. Merci de m'avoir accompagné. Je vous en prie, c'était un plaisir. Est-ce qu'il a interrompu sa journée? Mais je voulais d'abord savoir si c'était vrai. Et c'est plus vrai que vrai. Benjamin, merci pour votre accueil. Perico. À bientôt. Alors, vous revenez de l'élevage des cochons, comment vous avez trouvé ça? Mais hallucinant, un élevage de cochons semi-sauvages en pleine nature dans le Var, tel que je peux les voir en Espagne, vous savez, le cochon ibérique, qui était là et qui fournit une grande surface. Voilà. Mais voilà, on était dans le même schéma et pour une grande surface. Bon, ça c'est un truc qui va dans le bon sens. Et c'est une bonne chose. Qui va dans le bon sens. Pourquoi vous vouliez absolument montrer votre lycée agricole à Saint-Maxime? Parce qu'il mérite d'être montré, d'abord de par ses projets, puis son directeur qui a toujours un temps d'avance et qui est au cœur de tous les phénomènes aujourd'hui de l'agriculture biologique, de la permaculture. Perico Légas, Enchanté. j'arrive au milieu de la cour de récréation, un potager, avec des jeunes élèves qui sont en train de mettre un peu de fumure. C'est ça, ce sont des élèves internes qui... Ah, il y a un internat? Voilà, il y a un internat de 200 jeunes ici, de la 4e au baccalauréat. Donc, vu le nombre, ce ne sont pas forcément des enfants d'origine agricole. Pas du tout, il y en a moins de 5% de fils d'agriculteurs. D'où vient cette vocation, alors, pour des gens qui ne sont pas... L'environnement, la nature, ça se féminise beaucoup, notamment dans l'élevage. Moi, je suis toujours très surpris de voir des jeunes filles entrer dans l'élevage. Quand j'étais présidente de la communauté de communes et que nous avions la compétence à agriculture, on a travaillé avec M. Braillard justement pour créer des espaces tests pour permettre à des agriculteurs d'être sur des exploitations où ils n'ont pas tous les soucis inhérents quand on monte une exploitation. L'idée, c'est de lancer l'agriculteur, voilà, de l'aider à se former. Un lycée tel que le mien, avec des espaces tests, des non-fils de paysans deviennent paysans. Parce que par le jeu de l'apprentissage sur les espaces tests, on peut véritablement vivre le métier. Parce que en parler dans une salle de classe ou faire quelques travaux pratiques comme le font les élèves et le vivre en tant qu'agriculteur, il y a vraiment une grande marche. Le foncier est certainement l'élément le plus freinant aujourd'hui pour l'installation agricole. C'est d'autant plus compliqué dans notre région parce qu'il y a une pression foncière énorme. Donc les agriculteurs souvent espèrent vendre et que leurs terres deviennent constructibles. C'est pour ça qu'on a mis en zone agricole protégée. 1850 hectares sur Saint-Maximin, c'est la plus grande ZAP du département du Var. Moi, je trouve que c'est un signe fort, à la fois politique, à la fois technique, parce que ça permet de dire à des propriétaires, votre terre, elle restera de toute façon agricole. N'imaginez pas qu'elle devienne constructible demain. Donc donnez-la à un agriculteur. Si vous ne savez pas cultiver,
Transmettez-la. Ou transmettez-la, vendez-la. Ou... Quelle est la différence du prix à l'hectare entre une terre agricole non constructible et quand elle devient constructible? 20 000 € l'hectare, c'est le prix de la terre agricole. Vous la rendez constructible demain. C'est des prix qui montent très très haut, 100 € du mètre carré. Enfin, donc 100 000, 150 000. Oui, mais, et suivant les zones, c'est encore plus cher. Hein. Qu'est-ce que vous avez comme activité? Un petit peu de maraîchage? Alors, nous, on est un des lycées agricoles en France les plus diversifiés, j'ose le dire comme ça. On travaille le végétal, l'animal, les cultures maraîchères. On est certifié bio sur un certain nombre de productions. Une gerbière, c'était une vache irlandaise. C'est des vaches irlandaises, elles font pas mal de lait. Et au niveau des yaourts, exceptionnel. Oh, quel spectacle! Elles sont gracieuses. On a à peu près une trentaine de chèvres avec des petits. Elle est coquine, hein? Christine Lanfranchi, si on m'avait dit qu'au cœur de l'agglomération de Saint-Maximin, il y avait un lycée agricole, mais qui ressemble à une exploitation, à une vraie ferme, quoi. Oui, c'est une vraie ferme, bien sûr. Saint-Maximin, c'est la ville des trésors cachés. Mais... Et le lycée agricole en est un. C'est ça. Et les élèves, effectivement, fabriquent les produits, les consomment à la cantine. Ils ont beaucoup de sens à l'alimentation, au bien manger. Hein. Je pense que... C'est important. Voilà. Quand on fait cette activité, le but, c'est de nourrir les êtres humains. Tout à fait, il ne faut pas l'oublier. Tout agriculteur devrait savoir cuisiner. Est-ce que vous entendez? Je pense que c'est une phrase historique. Oui, non mais c'est... Non mais je ne plaisante pas. C'est très très important. Le but du paysan, c'est de nourrir les êtres humains. Ah mais qu'est-ce que c'est que cette race? Les cochons chinois. Ce sont des races asiatiques. Quel âge ils ont, les cochons? Ils doivent avoir entre 10 et 15. Toi, tu es Robin, c'est ça? C'est ça. Alors, tu vas devenir agriculteur quand tu seras grand? Oui. Ça te passionne déjà? Oui, j'aime beaucoup. Bon, c'est sûr que c'est ta voix. C'est ça. Bon, ça c'est tout aussi, Guillaume? Oui, c'est sûr. Qu'est-ce que tu élèveras? Sûrement 2-3 chevaux, des poules et des poulets. Vos parents sont déjà agriculteurs? Non. Bon, tu feras du fromage, je suis sûr. Ouais. Hein? Et des noix. Et des noix, ça se voit. Et toi, tu voudrais faire quoi? Agriculteur céréalier. Vous savez, c'est grâce à vous qu'on pourra manger plus tard. Il faudra nous faire une bonne agriculture. Bio. Bio, eh ben, il y a déjà la moitié du travail de fait. Hein, Christian? Le message est passé, là, vous êtes un bon... Enfin, l'enseignement est passé, vous êtes un bon proviseur. En tout cas, moi, je suis un proviseur fier de leur réussite et puis voilà, de leur envie de pouvoir progresser, avancer. Ils ont beaucoup de choses encore à apprendre. En tout cas, moi, quand je vois ces jeunes gens, je suis pleine d'espoir pour l'avenir et c'est ça qu'il faut souligner aussi, c'est important. Merci, en tout cas, les garçons, c'était super. Et je crois que c'est le moment de passer à table. Bon, est-ce que Christian peut nous accompagner? Avec plaisir. Allez, merci. On y va. Au revoir, les garçons. Au revoir, les cochons. Merci, Karine. Christine Lanfranchi, les statistiques indiquent que la France, à partir de 2023, va redevenir déficitaire sur le plan agricole. Est-ce que c'est une fatalité? Il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas de fatalisme. On peut toujours œuvrer, mais on peut œuvrer territorialement, c'est-à-dire laisser plus de liberté aux élus locaux que nous sommes à travailler sur nos territoires parce que nous les connaissons. Il n'y a pas de fatalité. Aujourd'hui, on a tous les outils pour faire bien. Pourquoi ça ne marche pas? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on fait pour aujourd'hui sauver des paysans qui sont au bord du suicide ou de la ruine? Vous seriez par exemple appelé par un président de la République à des responsabilités importantes dans un ministère comme l'agriculture. Quelles seraient les 2 ou 3 premières mesures que vous prendriez tout de suite pour inverser la tragédie? Je ne voudrais pas être un ministre parce qu'aujourd'hui, les ministères, ils sont soumis à des normes et des réglementations d'État. Quand on a l'idée d'un projet, avant qu'il sorte de terre, il faut des années. Est-ce que c'est normal? Il faudrait dépoussiérer tout ça et revenir à des fondamentaux. C'est ça qu'il faut faire. On ne peut pas harmoniser un pays aussi divers que la France. C'est pas possible. Donc une loi ne peut pas s'appliquer partout. Ce sera ma conclusion. Merci de nous avoir accompagnés, Madame la Sénatrice, à travers ce beau département dans ces territoires, à la rencontre de gens qui étaient assez passionnés et qui nous ont envoyé des messages d'espoir. Quant à nous, je vous donne rendez-vous pour un prochain Manger c'est voter où nous rencontrerons des gens tout aussi enthousiastes, passionnés, fervents et convaincus. Ce sera sur Public Sénat. À très bientôt. Merci.
Public Sénat, avec le soutien de Fleury Michon et du groupe Casino, vous a présenté Manger, c'est voter.